Bonjour, repenser le système à partir des métiers. Merci de participer à cette table ronde. Et en réfléchissant rapidement à cette thématique, je dis rapidement parce que je voudrais excuser Olivier Mariotte qui est pris à Paris, qui ne peut pas venir. Mais bon, en 1 heure, je vais essayer de le remplacer grâce à ses fiches. Je réfléchissais à la formule dans Oedipe Roi, dans le théâtre de Giraudoux. On pose la question à Oedipe en lui disant « Mais comment tu savais la réponse quand le sphinx s'interrogeait ?» Tu savais la réponse, quel est l'animal qui commence à 3 pattes, à 2 pattes et à 3 pattes. Et Giraudoux fait dire à Oedipe la formule « Je ne connaissais pas la question, mais je savais déjà la réponse. La réponse était l'homme. » Et donc, ça peut être une introduction à notre débat, qui est de dire et si on partait des métiers, c'est-à-dire des professionnels, pour essayer de repenser le système de santé. Xavier Bertrand doit être normalement en communication avec nous. Voilà, merci Monsieur le Ministre de votre présence. Et je vous propose de faire 3 tables rondes, de tourner 3 fois. La première, on parlera du constat. La deuxième, si je vous propose, c'est de travailler sur est-ce qu'il y a une opportunité ou une contrainte et comment vous la voyez. Et puis la troisième, c'est on parlera de la méthode. Parce que j'aime bien la méthode parce que j'aime bien ce que ma grand-mère me disait en patois occitan. À ce plat par là, y compris paresse, mais régale. Il a bien parlé, j'y comprends pas grand-chose, mais c'est joli à entendre. Et la question, c'est la méthode que je vous proposerai en conclusion. Alors, première question, on va demander aux élus de la République d'abord d'intervenir. Stéphanie Rist, vous avez une expérience parlementaire riche, vous avez beaucoup travaillé sur les métiers. Quel est le constat que vous faites face à une évolution où on s'interroge naturellement sur le fait que le progrès technique fait évoluer les métiers font évoluer les prises en charge, font évoluer la combinaison. Alors, quel est votre constat ? Je crois déjà que le constat, il s'inscrit dans un contexte. Et le contexte, on l'a dit depuis 2 jours maintenant, c'est une transition démographique majeure qui arrive à très court terme. On a un mur qui est très proche. Vous le savez tous, le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de maladies chroniques, mais aussi le nombre de médecins insuffisant au regard de la population. Et même si les doyens étaient d'accord d'augmenter le nombre de médecins, il faudrait trop d'années pour les former par rapport au mur très rapide dans les 2-3 ans qui arrivent du vieillissement de la population. Il y a aussi le changement sociétal du rapport lié au travail de chacun des professionnels qui rentre dans cette transition démographique. Et puis enfin, dans le contexte d'une dette sociale dont j'aurai l'honneur de présenter un rapport la semaine prochaine et dont tout le monde sait ici des sujets de financement du système. Une fois qu'on a rappelé ce contexte, moi le constat que je fais en tant que parlementaire, la première chose c'est que aucun des acteurs n'est content dans notre système de santé. J'ai que des plaintes ou des demandes des différents acteurs, du patient à tous les professionnels. Ensuite, je crois qu'on fait l'autruche. Je crois qu'on est collectivement irresponsable, qu'il existe des compétences des professionnels, par exemple, et qui ne sont pas utilisées, alors qu'elles pourraient permettre d'améliorer la qualité de prise en charge ou d'améliorer l'accès aux soins. Je crois qu'on n'adapte pas les formations aux enjeux de demain, mais même aux enjeux de l'évolution très rapide à venir, si on pense à l'intelligence artificielle ou aux technologies. Et je crois qu'on essaye d'innover, mais qu'on n'avance pas assez vite sur les innovations. Voilà, donc une irresponsabilité collective, c'est le constat que je fais. Jean-Louis Touraine, on va l'applaudir. Je vous ai connu comme un spécialiste des greffes à Lyon. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi en tant que parlementaire, aussi au titre de la FHF. Alors, votre constat aujourd'hui ? Je dirais que, bien évidemment, il faut repenser tout cela en fonction des métiers, mais plus encore en fonction des patients. Parce qu'il ne faut pas confondre la fin et les moyens. La finalité suprême, c'est le patient. Nous sommes tous là, en définitive, comme des moyens au service des besoins du patient. Et je pense que chacun connaît la célèbre phrase de Sir William Osler qui disait « Le bon médecin est celui qui traite la maladie, mais le grand médecin est celui qui traite le malade qui a la maladie. » Et je crois que c'est ce qui doit nous inspirer. C'est-à-dire que, bien sûr, il nous faut repenser tout notre système, mais il faut le penser tout autour du patient. Et le patient d'aujourd'hui n'est plus le même que celui du milieu du XXe siècle. Notre système a été fondé au milieu du XXe siècle. Ces valeurs étaient remarquables et il faut qu'on les garde, ces valeurs. Mais le système est devenu obsolète par rapport au patient. Le patient d'aujourd'hui, il est impatient. Le patient d'aujourd'hui, il arrive avec des informations plus ou moins bonnes, souvent même assez médiocres, mais il a des informations.
Et il nous pose des questions. Et il faut que nous le fassions participer aux décisions. Et cette participation est d'autant plus importante que c'est seulement un patient qui a participé à l'élaboration de son schéma thérapeutique qui aura une bonne observance thérapeutique. Donc c'est notre intérêt, si on veut qu'il suive ce qu'on lui propose. Et puis enfin, je pense que ce patient, au milieu du XXe siècle, il n'avait pas les mêmes pathologies qu'aujourd'hui. Ou du moins, on ne les prenait pas en charge de la même façon. Typiquement, schématiquement, de façon caricaturale, le malade avec un cancer à l'époque, soit il guérissait, soit il mourait après telle ou telle chirurgie ou tel autre traitement. Aujourd'hui, non. Non. C'est ni l'un ni l'autre. Le patient va traverser une phase de plusieurs années de maladie chronique. Ça ne va pas se régler en quelques mois, ça sera des années. Chirurgie, répétée, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, et j'en passe. Et au bout de cela, 5 ans, 7 ans plus tard, eh ben 60% seront guéris, 40% malheureusement seront décédés. Mais ce n'est pas le même système, ni dans la prise en charge du malade, ni dans le financement du système, qui peut répondre à des malades devenus très différents. Et puis j'abonde dans ce que vient de dire Stéphanie Rist, bien sûr en plus, ils sont plus âgés et ils ont des pathologies que nous ignorions au milieu du XXe siècle. Alors, tu nous dis, repenser les métiers, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a les malades à côté. La DGOS, quel est son rôle d'équilibre? Est-ce qu'elle a un rôle d'équilibre entre, j'allais dire, les lobbies professionnels qui interviennent, parce qu'il y en a, je pense, ça n'a pas changé, je pense, et le rôle des... Comment tu vois l'articulation et le rôle de la DGOS dans cette réflexion? Et quel constat tu fais? Alors, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, ça a été dit, le besoin est immense. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat et que donc la transformation des métiers, d'une certaine manière, elle est urgente. Et là-dessus, on est tous d'accord sur le constat. Ce qu'on peut voir aussi quand même, pour être un peu positif, c'est qu'il y a une accélération très forte du processus. Si on compare avec ce qui était en place encore il y a quelques années, on voit qu'on va de plus en plus vite. À cause des évolutions sociétales, grâce aux évolutions sociétales, on est obligé de transformer nos métiers. Le Covid a été pour ça d'ailleurs un accélérateur. La volonté des parlementaires aussi, où on a des lois, que ce soit la députée Stéphanie Rist, du ministre Valletoux, on a ces lois-là qui nous poussent aussi à avancer sur le partage des compétences, sur la délégation de tâches, sur la transformation de nos métiers. Et donc, on va quand même beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus de choses qui se font qu'avant. On voit bien que ce soit sur la filière visuelle, avec le développement de la pratique avancée, les choses accélèrent et les choses bougent. Donc, on en est effectivement au stade de la mise en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire sortir les gens de leur posture, à avancer et à mettre en œuvre tout ça. Il faut d'abord que les professionnels s'approprient ces changements. C'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parfois, on a l'impression que ça va trop lentement, que c'est un peu poussif. Il y a des lois, mais les textes réglementaires mettent un peu de temps à sortir, mais il faut mettre tout le monde autour de la table, et ça, on y reviendra peut-être, mais c'est le rôle justement de la DGOS. Mais surtout, il ne faut pas perdre le deuxième objectif, qui est que le patient s'y retrouve dans tout ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Est-ce que le patient y voit parfaitement clair? Ce qui marche, c'est quand la transformation, elle impacte la vie quotidienne du patient. Le vaccin, se faire vacciner par son pharmacien dans sa pharmacie, c'est concret, ça parle au patient, c'est un changement immédiat. Même chose, par exemple, pour le traitement, la délivrance de médicaments sur l'angine ou la cystite. Il y a d'autres choses qui sont moins claires. Aujourd'hui, je mets au défi beaucoup de personnes dans cette salle d'expliquer à un patient, en termes d'accès direct, que ce soit les kinés, les orthophonistes et demain les IPA, quel est sur son territoire l'IPA, le kiné, l'orthophoniste, où il y a effectivement un accès direct. Ce n'est pas très clair. Donc il faudrait qu'on progresse là-dessus, sur la lisibilité, la visibilité qu'on donne aux patients, et avec 2 points de vigilance quand même qu'on a nous, côté des GOS, qui sont, il faut que tout ça s'intègre dans un parcours, sinon ça va avec, le patient il ne s'y retrouve pas s'il a pas quand même un parcours qui soit plus ou moins organisé, et 2, qu'on garantisse bien, c'est un des objectifs de toutes ces réformes, mais qu'on garantisse bien un accès des soins et une qualité des soins qui soit la même pour tous, c'est-à-dire que par exemple, toujours pour reprendre le sujet de l'accès direct, que ça ne permette pas une libération de temps soignant pour certains patients, mais au contraire que ça a un impact néfaste sur d'autres, parce que ça puisse, dans certains territoires, accroître les files d'attente. Donc il faut être vigilant là-dessus, et il faut bien qu'on ait toujours en tête que cette transformation des métiers, elle doit être opérationnelle et elle doit se faire au service des patients. C'est bien, on a pu avoir la réflexion de l'État et les opérateurs de terrain là, qui sont sur
Philippe, je vais te provoquer un peu, mais c'est mon rôle, j'ai été directeur général de CHU, donc je peux provoquer mes collègues. Et si l'avenir de l'hôpital public passait par moins d'hospitalo-centrisme? Ce qui me frappe des échanges et des tables rondes, c'est que on voit bien qu'on a de nouveaux métiers qui effectivement émergent, les technologies le favorisent, on pense notamment aux nouveaux métiers paramédicaux qui sont quand même une des opportunités à notre main voilà, dans tous les pays occidentaux. On peut former des gens sur un temps beaucoup plus réduit que les formations médicales qui sont très longues. Et pour autant, je trouve que les tables rondes l'ont traduit, on a une crispation de chacun des métiers sur une espèce de peur identitaire. Ça, c'est quand même très frappant. L'exemple le plus frappant, c'est celui des médecins qui sont saturés, débordés. Le problème de notre milieu, c'est de savoir comment on répond aux besoins et pas de ça. Il y a du travail pour tout le monde. Et pour autant, dès lors qu'on pointe une délégation de tâches, quelque chose qu'on pourrait confier à des paramédicaux, c'est extrêmement délicat. On y arrive au terme d'un combat. Et je pense que l'une des causes de cette situation, de ce paradoxe qui nous met un peu tous en contradiction, c'est qu'on a beaucoup de mal à asseoir une vision partagée à 4-5 ans du système. On a beaucoup de mal, alors ça concerne à la fois les professions, comment sur 4-5 ans on est capable progressivement d'améliorer les choses, et ça concerne les Français. Comment sur 4-5 ans on est capable d'améliorer cet accès aux soins qui parfois les mécontente. Et pourtant, et ça revient à ta question sur l'hospitalo-centrisme, je pense que cet accord est possible. J'ai juste deux idées. La première, c'est qu'en effet, moi je pense qu'il faut recentrer chacun des acteurs du soin sur son métier et que l'hôpital a subi au fil des années, de manière progressive, finalement une conception de son métier qui est beaucoup trop extensive en France. Quand on dirige un hôpital académique de recours, on voit bien qu'on doit se battre sur l'excellence française en recherche, qui est un défi, et en même temps une proximité qui renvoie parfois à une proximité qui n'est pas le boulot de l'hôpital. L'exemple, évidemment, qu'on a tous en tête, c'est les urgences. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les hôpitaux, les urgences, c'était quelques salles au rez-de-chaussée qui n'étaient pas seniorisées. On a vu arriver les rapports STEC successifs, et on en est rendu à 24 millions de passages aux urgences. Bon. Donc on a un sujet là-dessus, et je pense qu'on peut converger sur l'idée qu'il faut renforcer la première ligne. La première ligne, effectivement, est confrontée au vieillissement et au poids de la pathologie chronique. On a intérêt à la renforcer pour qu'elle protège l'hôpital. Ça, c'est important. Deuxième point qui me paraît assez évident, c'est qu'on ne fera pas face convenablement à un coût satisfaisant avec une qualité acceptable au mur du vieillissement qui correspond au moment où la génération du baby-boom va arriver à l'âge de la dépendance. On n'y fera pas face sans une structuration très forte du domicile, du soin à domicile, des services à domicile et du suivi à domicile. Or là, nous n'avons pas de modèle économique, nous avons un modèle économique fragile, des conventions collectives qui ne sont pas attractives, et on voit bien que d'ores et déjà, dans les soucis des établissements de santé, en particulier des services d'urgence, on a le fait que les services à domicile, le service à domicile au sens large, a été considérablement fragilisé en post-Covid. Ah ben, donc, défaut de vision. Elisabeth Hubert qui écoute, elle va être ravie d'entendre que l'avenir de l'hôpital passe par l'HAD, c'est très bien. Pas que par l'HAD. Lamine, Olivier Mariotte m'avait dit, rassure-toi qu'il a compris la question. Alors, c'est pour ça que je t'ai mis l'avant-dernier, parce que j'ai dit comme ça en faisant le tour de table, est-ce que tu as vraiment bien compris la question? Alors, quand je viens ici, moi, je fais gaffe parce qu'on est 500, on est bac plus 10 en moyenne, donc il y a bac 5000 ici. Donc, j'ai essayé de réfléchir à la question et j'ai mis 3 jours pour essayer de comprendre ce que j'allais dire. Alors, déjà, le patient, c'est celui qui accepte la torture. Ce n'est pas celui qui est l'étymologie ancienne, ce n'est pas celui qui attend 3-4 heures, parce que c'est plus que ça. L'immobilisme, table ronde précédente, les ministres, il n'y a pas d'immobilisme, hein. Ça bouge. Hein. 8 en 2 ans, la prochaine, elle va rester combien de temps, je ne sais pas. Longue vie en tout cas. Les urgences, moi je suis choqué toujours, c'est 50 000 urgences par jour. La médecine de ville libérale, c'est 1 million de consultations, médecine générale, et 1 million chez les spécialistes, par jour. On n'est pas foutu dans le monde hospitalier de gérer 50 000 patients par jour. Bon, il y a du boulot, hein, collègues, comme on dit. Alors, quel est le souci sur nos métiers ? Moi, j'ai 3 soucis. Je n'ai pas de soucis avec les cuisiniers, je n'ai pas de soucis avec le ménage, l'intendance, les bâtiments, tout ça, je sais faire. J'ai un souci avec les médecins et les médicaux. Je ne parle pas des paramédicaux parce que je trouve que c'est dégradant de dire infirmier, infirmière, paramédical. Non, c'est les médicaux. Alors les médecins, quel est mon souci? Il n'y en a plus, etc., etc. Mais le numerus clausus, il a été réévalué. De combien? J'en sais rien. On me dit, il n'y a pas de terrain de stage. Combien le privé prend de stagiaires, d'internes,
dans ces murs, on représente 35% de l'activité. 35%. On a 1% de stagiaires. 1%. 1%. Alors, il faudrait peut-être que le monde hospitalier public se dise qu'on existe. On est là. Les doyens, ils se tournent un peu vers nous, ils disent on est là. Moi, j'ai aussi un coup. Alors, c'est vrai que toi, on vient toujours te demander, et puis on pleure et on se plaint. Pareil avec toi, Marie. Bah, moi, je suis syndicaliste, mais je ne me plains pas. Parce que globalement, ça va. Ça va. Il ne faut pas toujours être négatif, ça va bien. Mais quand même, pour accueillir un interne, ça me coûte 30 000 € par an. À une époque, dans mon groupe, j'en avais 10. Puis les tensions font que c'est quand même une somme, donc on réduit. Donc peut-être qu'il faudrait évoluer là-dessus. 85% des médecins qui exercent dans les cliniques sont libéraux. Aujourd'hui, ils veulent un exercice mixte. Notre modèle économique ne le permet pas. Donc, première demande, le revoir. Se tourner un peu vers le mode du fonctionnement public, peut-être, sur la tarification, qu'on puisse accueillir et répondre aux médecins. Sur les médicaux, infirmiers. Alors, je fais attention parce que je ne dis pas infirmière. On veut de la parité. Alors, j'ai été voir, parce que moi, je suis fan de Laurent Alexandre, et je me suis abonné hier à ChatGPT 4. Ça vaut 70 balles par an, hein. C'est pas cher, hein. Je pensais que c'était plus que ça. J'ai pris l'abonnement pour 1 an. Et j'ai été voir pourquoi il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Et là, il est remonté au Xe siècle, les stéréotypes, les conditions de travail, bon, tout ce que je savais un peu. Donc déjà, on prône pour une parité. Si on peut avoir plus d'infirmiers et d'écoles d'infirmiers et pas d'infirmières, peut-être que les garçons, ils se diraient, c'est une profession qui n'est pas faite pour moi. 85% sont des infirmières. Là aussi, vous allez dire, je ne parle que d'argent. J'ai 15% d'écart de salaire entre une infirmière qui bosse dans le privé que dans le public. Est-ce que c'est normal? Le ministère du Travail, il nous a demandé de revoir notre convention collective, parce qu'on a des salaires qui sont infra-SMIC, c'est indécent, moi j'appelle ça les coefficients Thénardier. Bon, la santé n'a pas suivi. J'espère que notre nouvelle ministre va suivre. Donc, j'ai une demande sur les médecins, sur les infirmiers et les aides-soignants, qu'on puisse avoir une égalité. Ça me semble important de pouvoir compter sur l'ensemble des forces vives du monde hospitalier. D'accord. Alors, justement, Xavier Bertrand doit être là, il nous écoute, merci. Voilà. La question toute simple, c'est, après ce premier tour de table, qu'en pense l'ancien ministre de la Santé, mais aussi qu'en pense le président du Conseil régional? Bon, déjà, intervenir en dernier, c'est pas si facile que cela. On peut être tenté de faire une synthèse qui ne fait pas vraiment avancer le débat, mais je m'étais demandé, comme Lamine, mais que dire sur ce thème? Et au final, s'il est placé en conclusion, c'est parce que je pense c'est pas qu'il résume bien les travaux d'hier. J'ai assisté à une partie de ce qui a pu être dit hier, mais je trouve que c'est clairement ce qui correspond le mieux à l'essence du système de santé, et puis à ce qui peut nous être utile pour le dessiner, mais pas pour les 6 mois qui viennent, pour les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent. Moi, j'ai coutume de dire dans mes interventions que dans un système de santé, les équipements, les bâtiments, c'est essentiel. OK. Que les traitements, que les nouveaux traitements le sont tout autant. Mais ce qui fait quand même le système de santé à la française, ce sont les hommes et les femmes. Et de repenser à partir des métiers, je trouve que c'est vraiment pertinent. Après, je suis comme Jean-Louis Touraine, je pense sincèrement que ce n'est pas à partir des métiers qu'on doit le repenser, c'est à partir du patient. Du parcours du patient, du besoin des patients. Mais si on estime que ce sont les hommes et les femmes qui font clairement la différence, alors c'est à partir des métiers. Alors, repenser les métiers, d'une certaine façon, c'est une obligation. Parce qu'on le voit bien, tout est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Vous avez beaucoup parlé les uns et les autres de l'intelligence artificielle. Je voudrais juste faire une précision là-dessus. Parler d'intelligence artificielle, c'est absolument pas antinomique par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'importance des hommes et des femmes. Parce que ce ne sont pas des métiers qui seront remplacés par l'IA. Mais les métiers qui n'intègrent pas l'IA, eux, seront remplacés. Et le vrai sujet, c'est comment, d'une certaine façon, on domine l'IA, comment on voit avec l'IA. Mais alors attention, pas seulement sur les professions médicales, pour l'ensemble des professions, l'ensemble des paramédicaux, mais toutes les professions. Les aides-soignantes et l'IA, ça doit être clairement repensé. Et ça doit être envisagé dès maintenant. Après, repenser à partir des métiers ou repenser les métiers, c'est la meilleure façon, depuis le temps qu'on le dit, de casser la politique de silo dans notre pays. Vous l'évoquiez à l'instant, c'est quand même clairement cette notion d'exercice mixte qui va permettre à la fois
de repenser les métiers, mais repenser les métiers permet d'aller directement dans cette direction. Puis repenser aussi les métiers, c'est aussi forcément les revaloriser, ça a été dit. Et pas les revaloriser seulement au niveau du salaire, mais les revaloriser justement sur l'importance nouvelle qu'ils auront dans le système de santé. Voilà pourquoi je pense que sur cette question, il y a la question de la formation. On sait bien que les questions de formation ne peuvent plus du tout être évacuées. C'est la formation bien évidemment initiale. Et Jean-Paul, je vois que vous voyez le modérateur, où je peux dire à Jean-Paul que l'interpellation qu'il m'adresse, je la reçois 5 sur 5. Moi, je pense qu'au-delà du rôle qu'auront les régions, notamment sur les formations sanitaires et sociales, moi, je suis prêt notamment à m'impliquer davantage au titre d'expérimentation s'il le faut, si la porte est juste entrouverte. Et si elle était ouverte, ce serait bien mieux pour aller directement dans cette nouvelle définition de la formation des métiers et pour pouvoir clairement se situer à la pointe de cette évolution. Je réserve la question de la méthode en dernier parce que c'est un vrai sujet. Mais je reviens autour de la table ronde. Stéphanie, est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce que tu vois une contrainte qui fait qu'on ne peut pas accélérer? Parce qu'on a l'impression, tout le monde est d'accord, il faut faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Et quels sont les freins, mais aussi quelques opportunités tu peux voir? Oui, alors ces dernières années m'ont permis de comprendre un peu les freins et de les vivre, d'ailleurs parfois assez violemment. Après le Covid, je me suis dit, il faut deux choses, qu'on redonne confiance aux professionnels, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, et puis qu'on s'occupe de l'attractivité des métiers, et notamment par leur évolutivité. Et donc j'ai proposé une loi en me disant, je vais mettre profession médicale intermédiaire, et puis on discutera pour définir comment peuvent évoluer les métiers. Bon, ça a été une bronca assez importante, une levée de bouclier de toutes parts. On a donc retiré et mis un rapport pour prendre le temps de faire évoluer et des discussions. Et j'ai donc pu faire une deuxième loi avec ces évolutions, après multiples concertations, consultations, et donc comprendre ces réactions violentes, alors envers moi, mais ça c'est pas très grave, c'est le rôle du parlementaire qui fait des choix et qui propose, mais c'est aussi des violences entre professionnels eux-mêmes. Entre médecins et infirmières, avec un déchaînement sur les réseaux sociaux de violences très importantes, mais aussi, et ça c'est intéressant je trouve à comprendre, c'est que aussi entre infirmières et éventuellement aides-soignantes à qui on voudrait aussi faire évoluer, avec les mêmes phrases. C'est-à-dire les critiques des médecins envers les infirmières de pratique avancée sont les mêmes que des infirmières envers les aides-soignantes. Donc c'est assez intéressant. Quels sont ces freins? Donc il y a les freins des professionnels qui, pour plusieurs raisons, une part culturelle, si on parle des médecins, on a peur de le retour de M. Bovary. Il y a aussi une forte méconnaissance des compétences des autres professions, qui est un frein dans l'évolutivité des métiers. Et il y a aussi le fait dont on a parlé dans les tables rondes avant, de la juste rémunération. Si quelqu'un me prend mes consultations plus faciles, qui me font gagner un peu de temps et qui me reposent un peu, je vais faire que du difficile et je ne suis pas payée à la hauteur de faire ce travail-là. Mais il y a ce que j'appellerais aussi des surfreins. Tout n'est pas la responsabilité des médecins ou des professionnels de santé. Il y a des surfreins. Alors, il y a l'administration, ça je l'ai appris dans ces différentes lois que j'ai pu proposer, de bonne volonté. Quand on écrit un décret, et Marie l'a redit, il faut reconsulter. Donc vous remettez là un surfrein avec les gens qui ne sont pas forcément d'accord. Donc vous diminuez l'impact de la loi qui est pourtant votée à l'unanimité à l'Assemblée. Puis vous avez des surfreins. Alors, je parle des hautes autorités de santé qui, après, en réunissant multiples collèges, de là aussi des gens qui ne sont peut-être pas d'accord, vous rajoutez des surfreins qui fait que vous diminuez l'efficacité de ce que vous aurez pu proposer dans une idée de changement un peu de paradigme qui était l'origine de ces propositions de loi qui disaient le malade, il va taper à une porte de notre système de santé et parce qu'on fait confiance aux professionnels, le professionnel s'en occupera seulement si c'est dans ses compétences et sinon, comme on sera bien organisé sur le territoire, le malade sera réorienté. On voit bien qu'avec ces freins, ces surfreins, on reste dans un système qui reste très cloisonné et qui évolue pas. On a des freins, est-ce qu'on a des opportunités, Jean? Oui, je dirais même la première opportunité, c'est que l'état actuel de notre système est suffisamment préoccupant pour qu'on puisse le comparer à ce qui se passait en 1945 ou en 1958 pour les hôpitaux. On est à l'aube d'une refondation, parce qu'on ne peut pas continuer à replâtrer un système qui est périmé. Il faut garder les valeurs du système. Elles sont très bonnes, ces valeurs. Elles nous sont même enviées dans beaucoup de pays.
Mais les valeurs, c'est une chose, la déclinaison en est une autre. Et aujourd'hui, notre système, il n'est plus opérant. Les malades d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'avant, les professionnels ne sont plus ceux d'avant, et donc il nous faut quelque chose d'adapté aux temps actuels. Donc, c'est une opportunité, puisque c'est le moment de recréer quelque chose. Non pas ex nihilo, mais avec une architecture totalement différente, un mode de financement différent, une organisation nouvelle. Donc vive la crise. Oui, exactement. Vive la crise, parce que c'est seulement de la crise en France que l'on sait faire naître de nouveaux enfants. Que dans la crise. On ne les fait pas naître dans la tranquillité. Voilà, c'est une tradition française. Maintenant, je dirais qu'en plus de ça, il faut peut-être que chacun nous apprenions à davantage respecter ces nombreux métiers qui existent aujourd'hui, qui complexifient peut-être à l'excès. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On ne s'y retrouve pas tous, mais au bout du compte, ces métiers sont là pour nous aider. Ça a été très bien dit. Pourquoi les médecins ne font pas appel plus facilement aux assistants médicaux, aux infirmières en pratique avancée, à tous les nouveaux métiers, aux ingénieurs, à l'intelligence artificielle, etc. Tout ça est à notre disposition, et par conservatisme, par peur de l'innovation, on continue à ne pas déléguer à ceux-là ce qu'ils peuvent faire mieux que chacun de nous. Donc, acceptons de conférer un peu de pouvoir et de délégation à tous nos collaborateurs pour partager cela et qu'ils refondent quelque chose qu'ils vont s'approprier. C'est vrai aussi pour les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, les sages-femmes. Il ne faut pas qu'on décide à leur place, il faut que ce soit eux qui décident, parce que comme cela, ils se l'approprieront. Alors, la DGOS, dans ce rééquilibrage, dans ce souci de former, on voit bien que le terme de formation, il revient régulièrement. Quels sont vos pouvoirs, vos actions possibles pour aider à repenser notre système à partir des métiers ? Alors la formation, c'est une opportunité extraordinaire, c'est un outil extraordinaire. C'est l'outil, c'est un des leviers essentiels pour transformer nos métiers. Donc la formation, il y a deux aspects. Le premier, ça sert d'abord à former un nombre de professionnels. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on a un sujet de nombre. Donc contrairement à ce qui est dit à ma droite ou ce qui a pu être dit à plusieurs reprises, on a des chiffres précis. On sait que le nombre d'étudiants en médecine en première année depuis 2020, il a augmenté de entre 13 et 14%. C'est peut-être pas assez, c'est certainement pas assez d'ailleurs, mais c'est un fait. Donc on a cette courbe croissante qu'il faut qu'on perpétue, il faut qu'on tire ce fil, et que probablement donc on s'améliore dans la visibilité et la projection pluriannuelle de nos besoins en santé, que ce soit pour des professionnels médicaux ou non médicaux. C'est absolument impératif. On a ce plus 13-14% sur les médecins. On a aussi augmenté considérablement le nombre de places dans les instituts de formation infirmiers, sur 3-4 ans. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse pour la décennie qui vient, pour les années qui viennent, c'est qu'on arrive à avoir une visibilité plus importante sur nos besoins et augmenter le nombre de professionnels qui va avec ces besoins. Sur la parité dans les formations, ça je ne me permettrai pas de commenter ce qu'a dit mon voisin. Je pense que si on voulait... Je ne suis pas sûre que les métiers féminins soient des métiers non attractifs. Et par ailleurs, si on s'amusait à remettre en place cette parité, il faudrait la mettre en place dans l'autre sens, dans beaucoup de secteurs de notre société. Une fois qu'on a fermé cette parenthèse, la formation, c'est aussi un outil formidable d'adaptation sur son contenu. Il faut qu'on arrive à adapter nos formations à l'évolution de nos métiers, à ce qu'on veut en faire, et aux évolutions que la société nous impose. On parlait du numérique, évidemment qu'aujourd'hui, nos formations, elles sont très probablement pas suffisamment adaptées aux enjeux numériques, et qu'il faut qu'on fasse des progrès dans ce sens-là. Après, il faut bien voir le paradoxe qui est le nôtre sur justement toutes ces formations médicales et paramédicales. À la fois, on nous reproche de ne pas être suffisamment souple et agile et de ne pas pouvoir s'adapter assez rapidement aux évolutions et notamment à toutes les transformations qu'on a évoquées. Et en même temps, on nous dit qu'on réforme tout le temps, que ça bouge tout le temps et qu'il n'y a pas assez de stabilité pour nos étudiants. Et ça, je crois que c'est vrai aussi et qu'il faut l'entendre. Donc il faut probablement, parce qu'on a beaucoup réformé ces dernières années, et donc il faut qu'on arrive à trouver un équilibre où à la fois on s'adapte et on est capable de le faire, et à la fois la formation, c'est aussi la formation du temps long pour nos professionnels. Peut-être dire qu'on a un exemple concret qui est celui de la refonte du métier infirmier qu'on a lancé il y a quelques mois et que j'espère on pourra
consolider dans les mois qui viennent, où on a décidé de refondre les référentiels métiers et le contenu du métier infirmier suite à toutes les évolutions que ce métier a traversées, qui n'avaient plus été revues depuis 2009. Et on mène en parallèle une refonte de la formation, parce que c'est bien, une fois qu'on a fixé les objectifs du métier, le contenu du métier, la façon dont le métier évolue, qu'il faut qu'on puisse arriver à faire évoluer nos maquettes de formation. Une meilleure formation pour avoir des meilleures passerelles entre les métiers, d'avoir des métiers qui s'adaptent et qui évoluent. Alors, tout naturellement, j'ai une question que je n'avais pas prévue initialement, mais je vais la poser. Mais des nouveaux métiers, est-ce que ces nouveaux métiers permettront la fin de la guerre entre les Curias et les Horaces, et entre le secteur privé et le secteur public? Alors, je vous passe la question à vous deux. Le premier qui prend la parole, là. Philippe, allez, voilà. Et moi, je trouve que c'est ce qu'on disait en début de table ronde. En réalité, on est dans des conflits internes, on le voit, y compris au sein des professions, vous l'évoquez, entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans nos contraintes et dans nos priorités. Donc on retrouve bien le sujet de la vision. On a besoin de nos deux secteurs d'activité, enfin tout le monde le sait. Donc on combat on a des désaccords sur le niveau des tarifs parce qu'on ne converge pas sur comment on a une vision claire, hiérarchisée de la façon dont le système de santé doit évoluer. Si on crée cette vision, on aura des différends, c'est sans doute, mais on aura plein d'autres possibilités, plein d'autres enjeux avec la médecine de ville, avec le médicament, avec l'industrie. Voilà. Donc il y a une crispation sur des espèces de dimensions identitaires anciennes parce que la grande image, nous ne l'avons pas de manière assumée, c'est mon avis. Alors moi, j'ai enterré la hache de guerre avec la FHF, avec Arnaud. Hein, c'est récent, c'était la semaine dernière. Donc, bon, on a tout le temps de la déterrer dans le PLFSS à venir. Et je plains Yannick Neuder, parce qu'on est passé de 190 milliards avant crise à 250 milliards aujourd'hui dans l'ONDAM. 60 milliards de plus. Enfin, je sais pas comment on faisait avant, quoi. On y arrivait bien. On n'y arrive pas aujourd'hui. Donc, on va y arriver. Je suis pas inquiet. Moi, je voudrais que ça aille plus vite, quoi. Je voudrais qu'une aide-soignante puisse être infirmier rapidement, qui rentre directement en deuxième année. Et là, il y a les lobbies qui font, c'est pas possible. J'aimerais que les pharmaciens, parce que je suis pharmacien aussi, dans nos pharmacies intérieures, ils doivent être bac plus 10. Bac plus 10. Pour des petites cliniques, des petits centres, des petits services, il n'y a pas besoin. Bac plus 6, docteur, moi je suis docteur en pharmacie, ça suffit. Qu'on puisse déroger. Les urgences, il n'y a plus d'urgentistes. Qu'on prenne des médecins à compétences d'urgence. Les pharmacies, pour qu'ils puissent délivrer du Monuril pour la cystite des dames, franchement, ça a mis combien d'années? C'est indécent. Mais c'est indécent. Qui n'a pas eu un jour un appel pour « fais-moi une petite ordonnance parce que j'ai une cystite ». Enfin, franchement, l'angine, pareil. Il faut que ça aille plus vite. Il faut que les pharmaciens, ils arrivent, je dirais, à avoir pleinement leur rôle en complément avec les médecins. Et puis, c'est vrai qu'avec toi, on est ensemble. Tu dis convergeons. Eh bien, convergeons vers la convergence tarifaire. Comme ça, ce sera parfait. Ce sera parfait. C'est tout. Voilà. On ne va pas parler du modèle économique, non, les métiers. On ne parle pas d'argent, mais je suis quand même un syndicaliste, il ne faut pas l'oublier. Mais comment on peut faire converger les métiers des différents secteurs? Ah ben déjà qu'il y ait une égalité de rémunération entre les deux. Il va me dire, ouais, les médecins chez toi, ils gagnent plus d'argent, etc. Peut-être, il y a plus de chiffre d'affaires. Après, quand tu comptes les charges, etc., moi je veux bien que le net, si tu veux, ramener au taux horaire, hein, qu'on le compare vraiment et sérieusement. Voilà, qu'on ouvre nos livres. Moi je suis prêt à le faire. La loi Valto, d'ailleurs, trop de lois. Hein. J'espère que le Parlement aujourd'hui va freiner les lois, mais appliquons déjà celles qui existent. La loi Valto, il manque un paquet de décrets pour que ça marche. Notamment celui sur la transparence des comptes. On me dit, ouais, les cliniques, vos comptes, ils ne sont pas transparents. Ça fait des années que j'explique que nos comptes, ils sont déposés au greffe et que si l'ARS les veut, on lui envoie. La loi va nous ordonner de le faire. Et bravo, on le fait. Que le public aussi le fasse. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, convergeons et soyons ensemble pour aller plus vite. Et il faut déroger. L'innovation, c'est de la désobéissance. Ah. Désolé, si on ne désobéit pas... C'est un bon sujet, ça. Bah oui, c'est toute innovation médicale. Les premiers qui ont fait de la cellullochirurgie, ils ont été attaqués par l'ordre des médecins parce que c'était de la chirurgie expérimentale. Il y a 50 ans, je parle. Hein. Bon, il faut déroger. Sinon, on est foutu. Enfin, je ne sais pas si on est foutu, parce que quand même, on se porte bien. Pas toujours me dire que ça ne va pas, quoi. Voilà. Quand on me voit, on ne dit pas que je suis en dépression ou que je suis malade et que demain, je ne serai plus là. Non. Mais quand même, il faut qu'on déroge et cette innovation est forte. Oui, sur freins et opportunités, sur la rubrique freins, j'en vois deux, et sur les opportunités, il y a des ouvertures. Sur freins, il y a quand même le goût des fausses bonnes idées. J'en parle quand même.
Attention, le rabot pur et simple, on l'a connu avant le Covid, et il ne faut pas perdre. On sait ce qu'il a produit, il a quand même produit des affections pour ces métiers, il a produit un racornissement de l'offre de soins. Donc n'oublions pas que les hôpitaux sont convalescents, ils vont mieux, les dispositions qui ont été prises ont produit leurs effets, mais on n'est pas au bout du chemin et il ne faudrait pas que le système repique du nez, qu'on dégrade de nouveau l'offre de soins. Premier point. Deuxième point, sur la politique des revenus, au sein même du monde libéral, on a des écarts qui ne correspondent pas aux besoins. On n'arrive toujours pas. Je prends un seul exemple, c'est d'autres sujets, mais on n'arrive toujours pas à traiter le sujet entre les métiers cliniques, l'exercice clinique et l'exercice médico-technique. Cette question n'est pas traitée et elle renvoie à des écarts de revenus qui n'ont pas de rationalité. Alors après, sur les opportunités, il y en a beaucoup. Premièrement, ça a été dit, il y a toujours une appétence pour nos métiers. N'oublions pas qu'en post-Covid, tous les pays occidentaux se sont dit, est-ce que ces métiers à contrainte, les plus contraints de nos sociétés, vont encore susciter de l'envie? Il y a plein d'envie, il y a plein de jeunes qui veulent rejoindre nos métiers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une question qui est purement politique, je la mets de côté, qui est de savoir si, quand bien même, on augmenterait de manière très volontaire et importante les formations, et il faut le faire, y compris en raccourcissant sans doute les durées de formation, on pourra éluder beaucoup plus longtemps la question de l'implantation sur le territoire. Personnellement, je ne le crois pas. Je pense qu'à un moment donné, y compris en termes de ressources pour le pays, il y a quand même une cohérence qui va s'imposer si un jour on veut faire des choses utiles pour les Français. Voilà, donc l'envie. Deuxièmement, je pense que sur les métiers paramédicaux, les nouveaux métiers paramédicaux, là on a un boulevard, donc il faut élargir la brèche. Bien sûr, sur les infirmiers, ça a été pour partie fait, mais ça a été dit, il y a d'autres métiers, manipulateurs radio, les techniciens de laboratoire. Enfin, là, on a quelque chose d'intéressant. Et puis, on a ce sujet de la préparation du vieillissement et du domicile. J'y reviens. Je pense que la vraie réforme du financement, ce n'est pas la réforme du financement de l'hôpital, ce n'est pas la 42e réforme de la recherche de la martingale s'agissant de l'hôpital, c'est d'avoir un vrai modèle économique. Et, moi, je prends cet exemple de la télémédecine. On a quand même fait de la télémédecine un thème de congrès pendant 25 ans. Et puis, il a fallu le Covid quand même pour qu'on trouve un modèle économique à la télémédecine. Aujourd'hui, la technologie permet de suivre à distance à peu près toutes les pathologies chroniques. Quel modèle économique de façon à ce que ça éclate, à ce que ça se diffuse? Et c'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Xavier Bertrand, est-ce qu'il faut un nouveau Schumpeter en matière de santé? Oui, attendez, je crois que ça a été dit clairement. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je pense que le rôle aujourd'hui pour les décideurs en matière de santé, c'est d'avoir une vocation d'urgentiste, mais aussi une vocation d'architecte. Alors si on dit oui, mais pour architecte, il faut du temps, il faut réfléchir. Il suffit de prendre tous les travaux du CHAM 2024 et vous l'avez la feuille de route, faut pas plaisanter. On sait ça depuis des années, il faut qu'on arrête de se réunir année après année avec les bonnes idées, que ça ne soit pas repris. Donc très clairement, aujourd'hui, il faut agir très vite. Et sur les métiers, il est possible d'agir très vite. Il y a aussi un certain nombre de choses qui ne relèvent pas seulement du budgétaire, même si je crois que c'est le directeur du CHU qui, dans la table ronde précédente, je me suis permis d'écouter, dit on n'a pas besoin vraiment de moyens supplémentaires dans la santé. Je m'inscris en faux. Les nouvelles thérapies, le vieillissement de la population, les ALD, quand on n'aura pas mis davantage le paquet sur la prévention, ne cesseront justement de renchérir le coût du traitement. C'est bien un domaine dans lequel des économies sont possibles. Des doublons, les actes redondants, il est possible effectivement de dépenser moins en la matière, mais globalement, vous aurez besoin de mettre plus d'argent. Mais il y a des domaines dans lesquels, très clairement, vous n'avez pas besoin de dépenser plus d'argent. Lamine l'a dit encore à l'instant, vous prenez les pharmaciens. Et moi, je plaide notamment pour que nous ayons très vite, tout de suite, une grande loi infirmière qui permettrait très clairement de renforcer le rôle des infirmiers dans la prise en charge, en valorisant les compétences cliniques, et qui permettrait aussi pour les IPA d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui, avec aussi de nouvelles mentions qui seraient ouvertes, et avec leur place et les postes en ville qui pourraient être également renforcés. Ça, ce sont des sujets, alors bien évidemment, il y a l'acte infirmier, ça relève du conventionnel, mais je pense que les choses peuvent s'engager très rapidement, mais ça permettrait aussi de montrer une direction sur l'un des métiers clés dans notre système de santé. Là, ça n'est qu'un exemple, il y a bien évidemment d'autres idées qui sont à mettre en œuvre, mais vous voyez, sur cette question des métiers, je reste aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je pense que ça nous permettrait également d'aller vers une logique de mission pour ces différents métiers. Mais on sait tout ça. Le vrai sujet, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'on comprend que le système de santé, qui reste encore l'un des meilleurs quand on est dans les mains du système de santé, les questions que nous avons, elles sont clairement sur l'accès aux soins, mais il faut bien reconnaître que si on veut justement qu'on continue à avoir
véritable dose d'optimisme de la part des professionnels et un véritable engagement, clairement, nous n'avons plus le temps de tergiverser. D'accord. Alors justement, on va arriver à la méthode. Jean-Louis Touraine, tu m'avais expliqué qu'on était lyonnais tous les deux, un proverbe, un dicton lyonnais des Canuts qui disait « le plus dur, c'est pas dit », alors chez lyonnais mais en Y, hein, c'est pas d'y dire, mais c'est d'y faire. Alors je vais vous proposer comment on le fait, ça, quelle est la méthode, parce que je regarde quand même le modèle jacobin, tous les autres pays qui ont fait des réformes ont changé le système, on n'est pas dans un modèle jacobin. Le modèle girondin, mais est-ce que c'est dans notre esprit culturel français où si on accepte le modèle girondin, il faut accepter l'inégalité, parce que par définition, il y aura des démarches inégalitaires. Est-ce qu'il faut prendre la formule de Georges Pompidou, que j'aime bien, arrêter d'emmerder les Français, et je pourrais dire arrêter d'emmerder les acteurs, laissez-les faire. Est-ce qu'on peut mieux... La méthode, comment on peut y arriver, et est-ce qu'on a encore une chance de pouvoir trouver une méthode qui y arrive? Stéphanie? Moi, je crois que ça se résume en 5 points. Lever les tabous dans notre système de santé, il y en a plein. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on les débatte, il faut qu'on se fâche dessus, mais il faut qu'on les sorte. Le deuxième point, c'est donner la possibilité, favoriser, et c'est ce qu'on fait ces dernières années, à l'expérimentation, à l'innovation sur les territoires, comme l'a proposé Xavier Bertrand. On doit accompagner ça. Le troisième point, c'est donner une vision au système. Une vision qui garde les valeurs du système de 45 et qui est finançable. Le quatrième point, c'est faire des choix. Beaucoup d'expérimentations sont en cours depuis 4 ans, on les a évaluées, on sait. Maintenant, il faut décider. Il faut dire oui, c'est bien, on le fait, tant pis s'il y en a qui ne sont pas contents. Donc le 5e point, c'est le courage, et je crois qu'il y en a beaucoup autour de cette table, mais il faut poursuivre, et dans la salle, il faut poursuivre. Voilà les 5 points. Je suis d'accord avec Stéphanie, il faut les 5 points, et concrétisé par une véritable volonté politique susceptible d'évoluer. Je dirais que, sans aller dans un système complètement girondin, mais en sortant du système jacobin, on peut simplement faire ce qui s'est passé spontanément à la période du Covid, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs de terrain. Quand on s'est retrouvé confronté à des endroits où il n'y avait plus de curare pour les malades qui devaient être ventilés, d'autres endroits où il y avait des EHPAD qui fermaient parce qu'il y avait toutes les aides-soignantes malades en même temps. Vous croyez qu'on a appelé soit le ministère, soit l'ARS? Ben non, non. Les gens se sont téléphonés d'établissement à établissement. Des établissements privés ont donné du curare aux établissements publics parce que les interventions étaient moins nombreuses à ce moment-là. Les établissements publics ont prêté des aides-soignants à des EHPAD. Ça s'est fait sur le terrain. Faisons confiance aux acteurs de terrain. Il faut le redire, ça. Arrêtons de vouloir tout décider par en haut. Le top-down doit être remplacé par un bottom-up. Alors ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il nous faut peut-être aussi supprimer certains des silos excessifs. Je crois qu'on est le pays qui a le record mondial, en tout cas européen, du nombre de spécialistes, de spécialités en médecine. On a des spécialistes et des hyperspécialistes. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que ça permet la souplesse nécessaire? Quand vous avez des lits d'hôpitaux et des personnels qui sont dévolus au problème des infections hivernales, est-ce que ça a du sens dans un pays où il y a 3 autres saisons? Et donc, il faut bien quand même... Pareil pour les transplantations d'organes. Il y a des gens spécialisés dans notre pays simplement pour faire des prélèvements. Et ils n'en font pas un par semaine. Et au bout du compte, ces gens-là n'ont pas été, pour la plupart d'entre eux, ni s'occuper des malades greffés, ni de ceux en attente de greffe. Alors, vous comprenez pourquoi notre pays ne décolle pas en nombre de greffes. Il faudrait, demain, que ce soit les mêmes personnes qui s'occupent des transplantations et des prélèvements d'organes. Justement, comment vous pouvez être un facilitateur de l'émergence d'une réflexion sur l'organisation à partir des métiers? Ça représente toujours des DGOS comme pouvoir réglementaire, mais vous êtes aussi facilitateur, vous n'êtes pas que réglementaire. Oui, tout à fait, on ne fait pas que de la norme. Je pense que tout ce qui a été dit, je partage tout ce qui a été dit, c'est-à-dire, bien évidemment, dans la méthode, il faut des orientations politiques, du courage, de la volonté, observer ce qui vient des territoires, ça me paraît totalement essentiel. Peut-être dire que les réformes structurelles et structurantes, elles ne sortent pas d'esprit de hauts fonctionnaires au sommet de l'État, in abstracto, qui
ne dépendent de rien. Souvent, on s'inspire quand même d'expériences qui fonctionnent. Stéphanie Rist l'a dit, on a fait beaucoup d'expérimentations ces dernières années, elles nous donnent des idées et il y a des réformes qui sont mises en place aujourd'hui qui viennent au départ de bonnes idées du terrain. Le SAS, par exemple, le service d'accès aux soins, je crois dont tout le monde se félicite aujourd'hui et qui est mise en place quasiment sur tout le territoire, c'est au départ l'observation à certains endroits que ça fonctionnait quand on mettait dans une même salle de régulation des libéraux et des médecins urgentistes, spécialistes de l'urgence. Donc on s'inspire des pratiques de terrain. Et après, je dirais que ce qu'il faut, effectivement, c'est du dialogue aujourd'hui et peut-être, excusez-moi d'être un peu pragmatique, mais même s'il y a urgence et qu'on est tous conscients de l'urgence, d'avoir un tout petit peu le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, mettre les acteurs autour de la table et comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Prendre de la hauteur, à Chamonix, c'est bien. On est un peu court, là, on va vite. Alors, quelques mots. Oui, je reprends ce qu'a dit Stéphanie et ce qu'a dit Jean-Louis, je suis tout à fait d'accord. J'ai vécu 5 ans avec ton homologue quand tu as été ministre, et c'était la politique, c'était pas la politique du rabot, c'était moins de 10% en 5 ans. On va mettre 20 ans pour s'en remettre, 20 ans. Les comptes de la Sécu étaient peut-être à l'équilibre, mais nous, on a été en désolation. Donc attention, et je reprends ce que tu dis, attention au rabot, et je suis d'accord avec Xavier, il faudra plus de moyens. Quoi qu'il arrive, il faudra plus de moyens. Philippe. Il y a deux sujets. Il y a comment, en effet, on installe cette vision qui permettra de mettre de l'ordre dans nos priorités, de mettre de l'ordre dans nos contradictions, de mettre de l'ordre dans nos injonctions paradoxales. Peut-être qu'on est à un moment où, effectivement, tout le monde doit prendre ses responsabilités et il faut quelque chose, une sorte de méthode très partagée avec la société civile. Après tout, c'était un peu ça, le Conseil national de résistance aussi. C'était préparé en amont, avec les forces sociales et politiques. Voilà, il y a peut-être quelque chose de différent, sous l'égide des pouvoirs publics, à imaginer. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut de l'expérimentation à grande échelle, sur 20 ou 30 territoires de santé, autour de 2-3 sujets qui seraient jugés comme prioritaires, ce qui veut dire qu'il faut accepter de prendre des risques. Le principal risque, c'est de ne pas prendre de risques. De toute façon, on a une dépense qui croît tous les ans, on a un système qui n'est pas soutenable, donc il faut en effet qu'on fasse respirer le système avec une capacité à dire, dans 30 territoires de santé, pour les 5 ans à venir, j'expérimente tel ou tel. Alors, si j'ai bien compris, Xavier Bertrand, tu nous as ouvert une porte en disant « ma région est prête ». Et si j'ai bien compris, Stéphanie nous dit « il faut l'aider ». On y va ? Stéphanie et Jean-Louis ont totalement raison. Je ne vais pas les compromettre en disant cela. Mais il y a une chose. Oui, je crois aux expérimentations, mais alors, on entrouvre le vasistas, on ouvre grand la porte. Parce que depuis des années, on entrouvre à peine le vasistas. Pourquoi ? Parce que dans le système de santé français à Paris, on ne fait pas confiance au territoire. D'ailleurs, en politique, on sollicite la confiance des Français, on ne fait pas confiance aux Français. Et quand il y a une expérimentation qui marche, après, on va mettre un demi-siècle avant d'en tirer des enseignements et de savoir si on peut expérimenter ailleurs ou généraliser. La vraie question, je l'ai dit tout à l'heure, au moment où on est, si on ne veut pas qu'il y ait découragement chez les professionnels de santé, chez les acteurs de santé, on n'a plus le temps. Il y a une urgence absolue. Une urgence absolue. Ça ne nous empêche pas, à côté d'avoir cette vision d'architecte, parce que je pense, c'est Jean-Louis, je crois, qu'il disait tout à l'heure, ou Lamine, on est à l'aube d'une refondation, mais on ne peut plus attendre. Les Français ont besoin de réponses rapides et massives, et les acteurs de santé ont besoin d'engagements clairs et massifs. On n'a plus le temps, excusez-moi de me répéter. Non, mais merci, que vous nous avez dit qu'on avait possibilité, on avait du courage. Donc, si j'ai bien compris, on a tous la foi, là. Oui. Alors, la foi de charbonnier, la foi de l'hospitalier, chef du système de santé. Ben, écoutez, ça peut être une bonne conclusion de cette table ronde, qui était... il y a Lamine qui veut dire 2 mots. Oui, juste un mot qui n'a rien à voir avec la table ronde, mais je pense qu'on a une responsabilité collective à Cham, de par nos organisations, c'est la musique nauséabonde que j'entends actuellement sur la suppression de l'AME. Je pense qu'on doit prendre parti. 8 ministres de la Santé ont pris parti, et il faut qu'on se bouge. Voilà,